Le mentalisme sur internet c'est bien, mais en vrai c'est mieux. Je reviens sur scène avec mon nouveau spectacle qui mélange comme toujours humour, mentalisme et science. Je joue à Paris au Palais des Glaces pour seulement 18 représentations, puis le spectacle fera sa première tournée avec des dates en France, Belgique, Suisse jusqu'en juin. 2 heures de show, ça va être un délire! Salut, bienvenue dans ce nouvel épisode d'une histoire à la Pierre Bellemare. La mode est au trade, alors nous on fait les old thread, les anciennes histoires sur des personnes. Aujourd'hui, pour célébrer Halloween qui va venir, on va pour une fois faire quelque chose d'un petit peu plus sombre. On va parler d'un prétendu sorcier qui aurait mieux fait d'être un sorcier au final. Donc pas de panique, ça fait pas vraiment peur, mais on est dans la thématique d'Halloween. Pour vous situer, imaginez qu'on est en Mayenne, dans la région de Laval, et que ça se passe en 1926, il y a moins de 100 ans. Il va se passer des événements là-bas qui, au-delà de leur côté incroyable et intéressant, vont me permettre d'ajouter ma petite analyse et de vous orienter aussi sur un autre sujet qui devrait vous plaire. Alors, un prétendu sorcier, qui n'était pas vraiment sorcier, mais qui aurait mieux fait de l'être, qu'est-ce que ça veut dire? Je vous raconte tout ça après une vérité presque nickel. Oui, on a un partenaire aujourd'hui, et il a quelque chose à nous apprendre. Bienvenue dans les dossiers du Nord des vérités presque nickel. Oui, les dossiers du NordVPN, sponsorisés par NordVPN. Aujourd'hui, nous allons découvrir la vérité sur Victor Hugo, le grand secret qui lui a permis d'écrire Notre-Dame de Paris, alors qu'il n'était même pas à Paris. Et oui, c'est ça la vérité. Victor est l'inventeur du télétravail. Il n'a jamais vécu en France. Pour écrire son livre, il faisait des recherches sur la cathédrale en utilisant NordVPN, le VPN le plus rapide du marché, le plus simple d'utilisation avec sa connexion automatique. Pour pallier au manque d'inspiration, Victor changeait souvent de pays, plus malin qu'une gargouille. Il changeait son IP pour se connecter sur les sites de réservation d'hôtels et profiter de prix réduits grâce à NordVPN. Et toujours avec NordVPN, Victor, il regardait depuis l'étranger des documentaires français sur la cathédrale qu'il n'avait du coup jamais visité. Je m'emballe. Mais sachez qu'il a pu sécuriser sa connexion sur les Wi-Fi publics, heureusement. Imaginez un bug, et le fichier notre-dame-de-paris.pdf effacé. Bon, après ça aurait fait moins de choses à réviser pour le bac. Si vous cherchez un VPN, alors faites comme cet illustre auteur qui avait cliqué sur le lien dans ma description pour bénéficier de l'offre actuelle. Victor a même précisé dans une préface de l'un de ses livres que si vous n'étiez pas satisfait en 30 jours, vous seriez remboursé. Merci NordVPN et à bientôt pour une nouvelle vérité presque nickel. Je vous l'ai dit, nous sommes vers Laval en Mayenne en 1926, dans un tout petit village. Dans ce village, il y a juste une église, à peine une vingtaine de maisons qui sont autour, et après dispatchées un petit peu partout, quelques fermes. C'est un village plutôt refermé, c'est un village paysan, les gens se fréquentent pas vraiment. Le seul moment où ils se voient, c'est après la messe, le dimanche, mais ils n'ont pas tellement d'interaction entre eux le reste du temps. C'est ce qu'on appelle un peu des taiseux, c'est des gens qui sont un peu repliés sur eux-mêmes. Le village d'ailleurs vit principalement en autonomie, sans trop contact avec les autres villages et les grandes villes. Tout le monde ici travaille dans les champs, tout le monde, non. Pas Joseph. Joseph Martin, 78 ans, ne travaille pas, et pour cause. Il est à la retraite, à la base il était fonctionnaire à Laval, et il s'est installé ici en 1913, donc 13 ans avant. Il s'est installé seul, avec son chien, et évidemment puisque c'est pour sa retraite, il bosse pas, mais il a jamais bossé dans les champs ou en tant qu'agriculteur. Il fait pas partie vraiment de la même mentalité que ce village. Ici, tout le monde l'appelle le Père Martin, c'est la personne qu'on croise le plus facilement, comme il travaille pas dans les champs, lui il peut un petit peu se balader, il va à l'église également le dimanche évidemment, et après c'est une personnalité comme on en connaît tous, il râle en permanence, il se plaint de tout, c'est un homme très pessimiste. Alors, est-ce que c'est pour ça qu'il est seul, ou est-ce parce qu'il est seul qu'il râle tout le temps? On ne sait pas. Est-ce qu'il y a une histoire derrière tout ça? On ne sait pas non plus. Le fait est que c'est le genre de personne, quand tu le croises, il a toujours un truc très désagréable à te dire, du style il va grêler la semaine prochaine, ça va tuer toute la récolte, ça c'est sûr. Ah non, là on va avoir un hiver qui va être horrible, on n'aura jamais assez de bois pour se chauffer, hein. Non, là, faut pas s'attendre à ce qu'il se fasse beau demain pour la messe. Non, il va pleuvoir, c'est sûr. Donc, il y a toujours des trucs comme ça. Si il y a un animal qui est malade, il dit qu'il y a une épidémie et que toutes les bêtes vont mourir, par exemple. Donc, il prédit toujours qu'il va arriver quelque chose de vraiment pas cool. Sauf que, hasard de la vie, une fois sur deux, on va dire, quand il dit quelque chose qui va mal se passer, cette chose-là se passe mal. Quand il dit il va pleuvoir dimanche, bah une fois sur deux, il pleut dimanche. Mais c'est pas parce qu'il est fin météorologue ou parce qu'il est voyant, c'est juste il a jeté une pièce en l'air sur la météo, du côté pessimiste, et oui, ça arrive qu'il pleuve le dimanche. Sauf qu'à force qu'ils disent des choses qui s'avèrent être vraies, le cerveau est ainsi fait, il se rappelle en fait des choses qui ont été justement prédites, c'est d'ailleurs une des manières pour lesquelles
Les personnes qui se disent douées de voyance, parfois se font des réputations parce qu'on se souvient de leurs bonnes prédictions, on en parle beaucoup après, mais on ne se souvient pas de toutes les fois où ils n'ont pas eu bon. En fait, c'est juste que la pièce est tombée du bon côté une fois de temps en temps. Pour le père Martin, du coup, le village et ses habitants se souviennent toujours de « Eh mais ça, il l'avait dit, ça, il l'avait dit ». Ils commencent à trouver ça un peu bizarre. Est-ce qu'il l'avait dit? Est-ce qu'il l'avait pressenti? Ou est-ce qu'il nous avait prévenu qu'il allait faire en sorte que ça arrive? On se dit qu'il est bizarre ce père Martin parce qu'il n'a jamais eu de terre ici. Au final, il n'avait pas de famille. Il n'a jamais travaillé dans les champs, il n'a jamais travaillé à la ferme. Qu'est-ce qu'il fait ici? Pourquoi il est venu s'installer ici et pas ailleurs? Et vous voyez le genre de question qui peut comme ça s'auto-alimenter dans la rumeur et gangréner un peu tous les esprits. Et d'ailleurs, les villageois se demandent de quoi il vit. Comment il fait pour se nourrir? C'est quoi ses ressources? Eh bien, il y a une conclusion très simple qui tombe, avec laquelle tout le village est d'accord, c'est que Joseph Martin est un sorcier. C'est un jeteur de sorts. Et la rumeur fait son œuvre. Mais quand je dis que la rumeur fait son œuvre, c'est qu'il y a des histoires qui commencent à apparaître et à être racontées. Des souvenirs, des anecdotes. Par exemple, une des histoires raconte que Joseph Martin s'arrête chez des voisins à lui pour faire une pause sur sa route. Il s'assoit près du berceau de l'enfant. Il boit un coup, il repart. Juste après, l'enfant a des coliques néphratiques, coliques tellement violentes qu'elles ont failli tuer l'enfant. Mais heureusement, les parents ont su s'occuper de lui. À tous les coups, c'est le sorcier. Il y a une autre histoire qui raconte que quand il passe près d'un champ où il y a des bêtes, des vaches ou n'importe quel autre animal, eh bien les animaux se mettent à danser très bizarrement. C'est de la sorcellerie. C'est de l'auto-création de légendes. Ça, on y reviendra plus tard dans la vidéo. Vous allez voir, c'est très intéressant psychologiquement. Et il y a une expérience qui a été menée il y a quelques années qui est fascinante. Je vous en reparlerai un peu plus tard. On va suivre l'histoire du père Martin. Parce que maintenant, on a donc un village qui possède un sorcier de 78 ans qui ne fait que des catastrophes partout où il passe volontairement. Ça nous emmène au 4 septembre 1926. Joseph Martin se réveille, il se lève, il a un petit peu beau temps, il se dit c'est un temps à aller cueillir des noisettes. Donc il va aller dans un bois qui lui appartient pas, ça c'est vrai, mais c'est un bois où tout le village va depuis toujours pour aller cueillir des noisettes, c'est autorisé, il n'y a pas de problème. Le bois appartient à la famille Benoît. Donc le chemin le plus court pour Joseph, pour aller de chez lui jusqu'au bois des Benoît, c'est de traverser le champ des Lefebvre. Et c'est ce qu'il fait. Sauf qu'arrivé dans le champ, il y a Gustave Lefebvre qui est dans son champ et qui dit non, 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 non. Interdiction de passer. Il le regarde comme ça, il dit vous ne passerez pas avec un bâton et tout. Non, évidemment, il lui donne juste l'interdiction de passer. Et Joseph Martin ne comprend pas trop. Il dit bah, en fait, je vais juste au bois des Benoît pour aller chercher des noisettes. Et Gustave fait non, 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 vous passez pas parce que vous allez me jeter un sort là, c'est sûr, vous allez me faire du mal, vous me menacez en fait. Joseph Martin comprend pas trop ce qui se passe. Il se dit que l'autre a un peu perdu peut-être la boule. Il veut pas d'ennui. Donc il fait demi-tour et il se dit bah, je vais prendre un chemin qui est beaucoup plus long, mais au moins j'ai pas d'ennui avec l'un de mes voisins. Et voilà, c'est ce qu'il fait. Sauf que là, Gustave, lui, il sait que Joseph va aller au bois des Benoît. Du coup, il part chez les propriétaires du bois. Forcément, il est plus rapide déjà parce qu'il est plus jeune que Martin, mais lui, il a le raccourci alors que Joseph fait le grand tour. Gustave arrive chez les Benoît. Juste avant d'arriver d'ailleurs devant chez eux, il tombe sur Jeannette, une jeune femme de 20 ans, très robuste, qui est en train de sortir les vaches pour les emmener au pré. Et là, il la prévient. Il la prévient qu'il va venir pour voler le bétail, peut-être le tuer, anéantir les récoltes. En tout cas, il arrive. Et effectivement, Joseph arrive par le chemin, devant Jeannette qui est persuadée qu'il veut venir maudire sa ferme et son bois. Elle lui dit non, 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 vous ne passez pas, vous allez jeter un sort à mes vaches, vous allez maudire mon bois, non, 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 vous passez pas du tout. Joseph Martin s'explique, il dit pas du tout, je veux de mal à personne, je vais juste chercher des noisettes, regardez, vos vaches sont là, je suis là, elles n'ont pas l'air d'avoir peur, tout se passe bien. Sauf que pas de bol pour lui, au moment où il dit ça, une des vaches se met à meugler et un veau se met à sautiller. Alors, à sautiller, c'est pas normal, hein. C'est les veaux, ils sont jeunes, ils sont joueurs. Sauf que elle, Jeannette, ça la fait voir rouge en fait. Elle dit, il a commencé, il vient de jeter un sort, il fait danser mes vaches. C'est le fameux, il fait danser les animaux. Elle panique, alors elle prend son bâton, c'est un gros gourdin, et elle frappe un grand coup à la tête de Joseph Martin. Il s'écroule au sol, il perd connaissance immédiatement. Elle continue de taper. Avec tout ce ramdam, les deux frères de Jeannette arrivent. Voilà. Donc qu'est-ce qu'ils font? Ils continuent de taper Joseph Martin,
qui est au sol. Donc vraiment, il est passé à tabac, c'est très dur. Et puis, au bout d'un moment, il faut bien emmener les vaches pâturées. Donc les trois emmènent les vaches et laissent Joseph Martin ici, en l'état. Ils le laissent pour mort. Joseph Martin se réveille. Il fait déjà nuit. Il fait même une nuit très avancée parce qu'on est presque au matin. Il a la jambe droite qui est cassée. Il ne sait pas encore ce qu'il a d'autre, mais il a mal partout. Il comprend mal ce qui s'est passé. Et il sait qu'il ne peut pas rester là, que ça va pas aller pour lui. Il ne peut pas rentrer jusqu'à chez lui. Donc il se dit, je vais aller à la ferme la plus proche. C'est celle des Lelièvre. Et il va là-bas littéralement en rampant. Parce qu'il ne peut pas se tenir debout, c'est pas possible. Il rampe tant bien que mal, il souffre malheureusement beaucoup. Il arrive devant la ferme des Lelièvre. Et devant la ferme, Raymond Lelièvre est déjà sorti, il est déjà réveillé, il est déjà levé. Il est en train de travailler sur son tas de fumier, tout simplement. Et il voit Joseph Martin, le père Martin, arriver comme ça, ensanglanté, en rampant jusqu'à lui. Tant bien que mal, Joseph arrive jusqu'au pied de Raymond. Il lui explique tout ce qui s'est passé. Parce que, évidemment, tout lui est revenu quand même. Et dans quel état il s'est réveillé, qu'il a besoin d'aide. Absolument, tout de suite. Et Raymond lui dit, alors, père Martin, t'as qu'à te servir de tes pouvoirs. T'as pas besoin de moi pour t'aider. Tu sais, là, tes petits pouvoirs, tes petits sorts, là, comme quand tu nous poses des problèmes en permanence et que tu crées des catastrophes autour de nous, que t'abîmes les récoltes. Le père Martin explique que tout ça est faux, que ce sont des racontards, des ragots, des rumeurs sur lui, qu'il a jamais eu de pouvoir. Et la femme et le fils de Raymond arrivent à ce moment-là. Le fils de Raymond, Gaston, voit le père Martin comme ça au sol. Pour lui, c'est sûr, c'est un sorcier maléfique, c'est un mauvais homme, et il s'apprête du coup à lui donner un coup de pied au niveau des côtes, et il arrête son pied juste avant les côtes, parce qu'il a peur que son pied se brise, parce que ça fait partie des légendes qu'on raconte sur le père Martin, que si tu le frappes avec un bâton, le bâton s'envole, que si tu essayes de le frapper, alors ton bras peut se casser. Donc il a très peur de ça, mais son père Raymond rassure son fils Gaston en lui disant « Ah non, tu peux y aller, c'est bon, il a perdu ses pouvoirs apparemment ». C'est terrible de se dire ça, mais à l'époque, les croyances sont beaucoup plus fortes qu'aujourd'hui. Et les trois, en même temps, mettent une deuxième volée à Martin. Le rude coup de nouveau le passe à tabac. Alors la femme de Raymond le frappe avec un bâton qui ne s'envole pas. Le fils de Raymond, Gaston, le frappe, ses jambes ne cassent pas. Et donc là, il le laisse de nouveau comme ça pour mort, parce qu'on est dimanche, et que les trois partent à la messe. C'est vraiment très bizarre de se dire, allez, on va vraiment attaquer un homme, on lui fait le plus de mal possible, puis après, on fait ce qu'on a à faire, on le laisse là, quoi. La messe se passe, et à la sortie de la messe, tout le monde se retrouve, et comme je vous disais au début de la vidéo, c'est le moment où tout le monde discute un petit peu, se raconte ce qu'il a à se raconter, les choses de la semaine, les choses de la vie, se demande des conseils ou des services, et les Benoît, comme les Lelièvre, racontent un petit peu ce qu'ils ont vécu avec le père Martin. Et la rumeur faisant encore son affaire, c'est même plus de sorciers qu'ils le traitent, ils disent que c'est le diable. Et donc ils sont très fiers d'eux parce qu'ils disent qu'ils ont neutralisé le diable. Alors tout le monde s'étonne qu'il ne leur soit pas arrivé une grande malédiction en essayant de frapper le diable, le père Martin. Mais les Benoît comme le Lelièvre expliquent que tout va bien, il a perdu ses pouvoirs, c'est bon, il y a de la kryptonite ou un truc comme ça. Quand le maire entend ça, parce qu'il est à la messe lui aussi, il n'y croit pas du tout parce qu'il ne croit pas du tout en la sorcellerie. Il ne croit pas dans ces racontards-là, donc il pense juste que le père Martin est un humain, comme n'importe quel être humain qui peuple cette planète. Et du coup, finement, il dit ah donc vous avez détruit le diable, mais vous l'avez laissé où ?» Et Raymond répond qu'il l'a laissé au tas de fumier, là où il est venu le voir, et là où ils l'ont neutralisé. Donc il imagine qu'il doit encore y être, ou alors peut-être s'être transformé en verre ou en tas de cendres. Le maire fonce chez les Lelièvre à la ferme, il va au tas de fumier, il n'y a personne, il fait un peu de recherche dans les alentours, et dans un buisson, mais un buisson épineux, un buisson d'un tas de ronces, il trouve à l'intérieur le père Martin, qui a dû essayer de ramper sûrement jusque-là pour essayer de sauver sa peau, en fait, tout simplement, pour pas qu'on le retrouve encore et qu'il se repasse encore la même chose. Il est inconscient, mais le maire va pouvoir s'occuper de lui, parce qu'il n'est pas mort. C'est ça qui est incroyable. Avec tout ce qu'il vient de subir en moins de 24 heures, il est toujours vivant. Et donc le maire va le transporter directement à l'hôpital, l'Hôtel Dieu, qui se trouve à Laval. Quand on lit les rapports du médecin, il est dit que, selon le médecin, il n'y a pas 1 centimètre de la peau de Joseph Martin qui ne comporte pas une ecchymose. Il a les jambes cassées, il a 4 côtes enfoncées, il a le poignet brisé, il a également le nez cassé, il a un œil crevé, il est dans le coma, mais il est toujours en vie. Suite à tout ça, évidemment, le maire va aller voir les gendarmes pour raconter tout ce qui s'est passé.
Et le 18 décembre 1927, la famille Lelièvre et la famille Benoît vont passer devant la cour de justice. Plus précisément, ils vont être jugés devant la cour correctionnelle. Et ça, c'est un élément important. Pourquoi la cour correctionnelle et pourquoi pas la cour d'assises? Parce que les Benoît et les Lelièvre sont pour le moment jugés pour coups et blessures. Comme Joseph Martin est encore dans le coma, ils ne peuvent pas être jugés pour meurtre, mais uniquement pour coups et blessures. Aujourd'hui, on rajouterait violence en groupe, en réunion. Je ne sais pas si ça existait déjà à cette époque, mais c'est quand même pas du tout le même type de jugement. Lelièvre est interrogé, alors il explique, il se défend, il dit « Oui, mais je me suis battu contre le diable. Qu'est-ce que je pouvais faire d'autre? Il y a le diable qui vient chez moi, il faut bien que je le neutralise. » Et le juge lui demande s'il avait déjà vu Joseph Martin pratiquer la sorcellerie ou ses diableries. Et Lelièvre dit « Non, moi je voudrais surtout pas voir ça. Jamais de la vie, quoi. Ça pourrait me traumatiser à vie, ça pourrait maudire ma famille, donc encore heureux, je l'ai jamais vu faire. » Et tout le village, du moins les personnes du village qui sont présentes au tribunal à ce moment-là, soutiennent très très fort Lelièvre. Je veux dire, c'est pas parce qu'il passe au tribunal, c'est pas parce que Joseph Martin est dans le coma, c'est pas parce que la justice s'est emparée de ça que ça a changé leur croyance vis-à-vis de Joseph Martin. Ça les a plutôt renforcés. C'est-à-dire que c'est pas un sorcier en fait, c'est le diable, et il nous cause que des ennuis, la preuve. Et l'avocat des Lelièvre et des Benoît, en toute cohérence avec ce qui vient de se raconter, va plaider pour ses clients, donc encore une fois les personnes qui ont tabassé Joseph Martin, il va plaider la légitime défense de ces deux familles. Parce que si c'est le diable qui arrive, ils se sont juste défendus contre le diable, donc légitime défense, balle au centre. C'est courageux. C'est courageux d'avoir tenu tête aux forces du mal. Et ça n'a pas trop mal fonctionné. Les deux familles ont pris 6 mois de prison avec sursis. C'est tout. C'est les seules choses qu'ils aient eues pour avoir mis cet homme dans le coma en le ruant de coups 2 fois d'affilée à plusieurs à chaque fois, parce qu'il y avait eu Jeannette et ses 2 frères, et il y a eu Raymond avec sa femme et son fils. 6 mois avec sursis. Les deux familles rentrent au village, ils sont accueillis comme des héros, littéralement. 2 jours après cette faible condamnation, Joseph Martin meurt de ses blessures, donc il passe de coma à trépas, ce qui veut dire qu'il n'aura jamais fait de mal à personne. Mais tellement il n'a pas fait de mal, c'est-à-dire que même le fait d'être encore vivant dans le coma à l'hôpital pendant qu'eux étaient jugés, ça leur a permis de ne pas être jugés pour meurtre, et là ça les a presque protégés en fait en réalité. Cette histoire donc elle est incroyable pour Joseph Martin évidemment, mais je voudrais juste revenir sur un point de la vidéo, sur l'analyse psychologique de tout ça, de comment cette rumeur elle a pu vraiment prendre. Comment ça se fait qu'il y a des gens qui racontent des histoires qui ont l'air vraies, qui ont l'air d'avoir vécu et qui soutiennent d'ailleurs avoir vécu avec Joseph Martin pratiquant de la sorcellerie ou leur jetant des sorts. Ça me fait beaucoup penser à une sorte de documentaire qu'avait fait Darren Brown qui s'appelle Le secret de la chance, The Secret of Luck. On peut le trouver sur YouTube, je vous mettrai un lien dans la description si vous voyez cette vidéo sur YouTube, parce que je crois que ça dure une 30aine de minutes, mais c'est assez passionnant. En fait, Darren Brown a voulu démontrer justement comment la rumeur passait psychologiquement par plein de biais cognitifs et par le système des faux souvenirs. Je vous raconte rapidement comment il a fait. Il est allé dans le village avec une équipe de reporters et de journalistes qui sont allés interroger plein de gens dans le village à propos d'une statue. C'était une statue de chien qu'il y a dans le village, que personne ne connaît vraiment, il y en a qui savent qu'elle est là, d'autres qui ne savaient pas. Et les journalistes interrogeaient les habitants pour savoir s'ils connaissaient la légende donc, du chien de la chance, parce que la légende raconte que si, quand on passe à côté de la statue, on tape sur la tête du chien ou qu'on le caresse, ça porte chance. Et donc ils ont fait tout le tour du village avec ça, en demandant voilà, aux gens s'ils avaient des souvenirs avec ça, qui leur avait raconté cette histoire, etc., etc., etc. Cette histoire n'a jamais existé. C'est une invention des journalistes et de Darren Brown, ce jour-là, le jour du reportage. Ils ont comme semé une graine dans l'esprit de toutes ces personnes. Ils sont revenus quelques mois plus tard pour faire un nouveau documentaire dessus et réinterroger les personnes. Alors je ne vous raconte pas tout pour vous garder des surprises, mais en tout cas, tout le monde connaissait la légende de ce chien qui porte chance dans le village. Pire que ça, c'est qu'il y a des personnes qui ont raconté des souvenirs sincères. Par exemple, un jeune homme qui explique que c'est sa grand-mère qui lui racontait l'histoire le soir au coin du feu. Incroyable quand même. D'autres personnes qui racontaient d'autres souvenirs très anciens, donc bien antérieurs à l'arrivée de Darren Brown, de quand ils étaient enfants avec ce chien.
c'est des personnes qu'on a dans le premier reportage qui disaient ne pas connaître le chien de la chance ou même ne pas connaître la statue de ce village. Donc je pense que c'est très facile, suivant ce qu'on veut mettre en place, suivant les outils psychologiques qu'on utilise, de transformer l'opinion de tout un groupe de personnes vis-à-vis d'une autre personne ou d'un objet ou de quelque chose qui se serait passé. Et que ça va très vite parce qu'après ça s'auto-alimente et à force de s'auto-alimenter, on commence à créer des imaginaires de tout ça et ces imaginaires sont transposés dans la mémoire épisodique des personnes et deviennent des vrais faux souvenirs, mais la personne est sincère quand elle les raconte. C'est malheureusement, je pense, ce qui s'est passé pour Joseph Martin. C'était le 4e épisode des trades à la Bellemare, des old trades. J'espère que ça vous a plu. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé. C'était un peu plus dark pour coller un petit peu à la thématique d'Halloween de la semaine prochaine. Je sais pas si vous fêtez Halloween. Est-ce que les gens fêtent encore Halloween? C'est une vraie question ça. Moi je sais où je serai pour Halloween. Je serai sur scène puisque mon spectacle, le nouveau spectacle, a commencé la semaine dernière au Palais des Glaces. J'y suis pour seulement 18 représentations, donc il doit en rester 16. Si je dis pas de bêtises. Et après je serai en tournée où je fais toutes les villes, en France, en Belgique, en Suisse. Vous avez tout ça sûrement qui s'affiche devant moi et puis je vous mettrai un lien dans la description. Le mentalisme sur internet c'est bien, le mentalisme en vrai c'est mieux. Venez voir sur scène ce que ça rend. Merci beaucoup à NordVPN d'avoir sponsorisé cette vidéo. Vous trouverez le lien dans la description pour bénéficier de l'offre actuelle. Prenez soin de vous, vérifiez que vous êtes toujours abonné, on ne sait jamais. Ou abonnez-vous d'ailleurs si ce n'est pas le cas, activez la cloche si vous voulez ne pas rater les prochaines vidéos. Prenez soin de vous, à très bientôt, ciao.